Imagine un monde sans console de jeu, pas de PlayStation, d'Xbox ni même de Switch. Et ben c'est exactement ce qui aurait pu se passer si en 1966 ce génie n'avait pas eu l'idée qui va révolutionner l'histoire des jeux vidéo. Dans cette vidéo je vais te raconter comment Ralph Baer a donné naissance à une industrie qui est aujourd'hui 2 fois plus rentable que celle du cinéma et de la musique réunis. Notre histoire commence dans la ville de Pirmasens en Allemagne où le petit Rudolf Heinrich Baer voit le jour en 1922. Un début de vie marqué par l'innocence. Malheureusement, la montée du nazisme va complètement bouleverser sa vie. À 14 ans, il est expulsé de son école, puis il est contraint de fuir avec sa famille vers les États-Unis, pays de la liberté et du rêve américain, échappant de peu à la triste nuit de cristal de 1938. Dans ce nouveau monde, Ralph se retrouve à travailler à l'usine, un quotidien difficile et bien éloigné de ses aspirations. Un contraste frappant avec le destin qui l'attend. C'est une publicité pour des cours d'électronique par correspondance qui va allumer l'étincelle. Il va suivre cette formation jusqu'en 1940 où grâce à son diplôme de technicien en radiophonie, il va rapidement être employé comme réparateur dans une petite boutique de radio. Cependant, seulement 3 ans après, la réalité de la Seconde Guerre mondiale le rattrape. Il intègre l'armée américaine avant d'être envoyé à Londres où ses compétences techniques vont lui permettre de faire partie du service de renseignement. Après la guerre, en 1946, il retourne aux États-Unis et profite d'une loi américaine, le GI Bill, qui fournit aux soldats, entre autres, le financement de leurs études universitaires ou formations professionnelles pour se réintégrer plus facilement dans la société. Il va utiliser ce truc-là pour financer ses études à l'American Television Institute de Chicago, où 3 ans plus tard, en 1949, il sera l'un des premiers à obtenir un bachelier d'ingénieur en télévision. Après avoir affiné ses compétences en ingénierie et en innovation chez Wappler, où il touche à la conception d'appareils médicaux et nourrit son appétit pour l'invention, Ralph franchit un nouveau cap en rejoignant l'Oral Electronics, où il est chargé d'une mission qui va marquer un tournant dans sa carrière et à terme dans l'histoire de la technologie du divertissement, à savoir créer le meilleur téléviseur du monde. Une tâche pas facile mais qui va être accomplie avec brio et donner un téléviseur plus grand que ceux proposés par les autres constructeurs. Pour se démarquer encore plus de la concurrence, Ralph a une idée. Il aimerait transformer l'action passive de regarder la télévision en quelque chose d'interactif. Il prend son courage à deux mains, va voir son responsable et lui dit « On pourrait peut-être rajouter des jeux. » Des jeux ? Sur un téléviseur. Bref, son idée est trop vague et jugée comme farfelue à l'époque. Elle est rejetée. Quelques années plus tard, Ralph Baer, mari, père et ingénieur aguerri, n'a pas laissé son idée s'envoler. Malgré un quotidien chargé entre la gestion d'une équipe de plusieurs centaines de personnes chez Sanders Associates, l'entreprise où il travaille et ses responsabilités familiales, l'idée d'un divertissement révolutionnaire pour le salon continue de mûrir dans son esprit. Pourtant, les années passent sans que rien ne se concrétise. 1966 arrive et avec elle la réaffirmation de son ambition. Les États-Unis comptent à ce moment-là 40 millions de téléviseurs. Pour Ralph, c'est le moment parfait pour réinventer la manière dont on interagit avec cet objet du quotidien. Le défi est de taille, surtout dans une entreprise spécialisée dans l'électronique militaire, bien loin du secteur des biens de consommation. Mais Ralph n'est pas du genre à se décourager. L'absence de lien direct avec l'industrie du téléviseur chez Sanders Associates ne fait qu'attiser sa détermination. Il sait qu'une telle innovation pourrait intéresser un large public en quête de nouvelles formes de divertissement. Ralph est convaincu. Tant qu'il n'aura pas concrétisé son projet, l'idée continuera de le hanter. Ce n'est plus simplement un rêve, c'est une mission. C'est dans cet état d'esprit-là que quelques jours plus tard, il rédige un document manuscrit de 4 pages pour décrire son projet. Son idée est d'avoir un boîtier électronique qui se brancherait à n'importe quel téléviseur et qui permettrait de jouer à différents types de jeux. Ça paraît tout bête aujourd'hui, mais c'est ni plus ni moins que la définition de l'idée de la console de jeux vidéo. Ralph, c'est un mec passionné. Il se met tout de suite au boulot, il conçoit un premier prototype qui permet simplement d'afficher un carré blanc à l'écran qui peut se déplacer en X et Y grâce à 2 potentiomètres. Rien de bien excitant, on est d'accord. Rapidement, un second prototype voit le jour, on n'a plus un mais 2 carrés à l'écran. Avec ça, il arrive à créer un petit jeu de poursuite où chaque joueur dirige les déplacements d'un des carrés et où il doit essayer d'attraper l'autre. Le premier jeu vidéo de l'histoire vient d'être créé. Maintenant qu'il a une petite démo concrète, il décide de présenter le système au directeur de département recherche et développement qui essaye le jeu et a l'air plutôt enthousiaste. Il demande à Ralph de rédiger un petit mémo pour pouvoir obtenir des fonds de la direction et créer un département dans lequel Ralph pourra continuer à expérimenter. Donc la demande est acceptée et un budget de 2500 $ lui est accordé. C'est pas énorme, mais suffisant pour continuer. Ralph ne compte bien évidemment pas en rester là. Il améliore son prototype en ajoutant un pistolet en plastique équipé d'une cellule photosensible
qui doit être pointé sur un point lumineux mobile à l'écran et qui disparaît au moment du tir. C'est la première apparition d'un classique du jeu vidéo, le tir à l'arme optique, qui aura ses équivalents sur beaucoup de consoles par la suite. On aura par exemple le Zapper sur la NES ou encore le Light Gun sur la PS1. Une fois de plus, le directeur du département est ravi et le budget alloué à Ralph est augmenté. D'autres jeux sont mis au point, le prototype est très avancé, le problème c'est qu'il coûte 75 $ à être fabriqué, et c'est beaucoup trop cher. L'équipe est alors contrainte d'en faire une version très allégée qui sera le troisième prototype et qui permettra simplement de jouer aux jeux de poursuite et aux jeux de tir. Ralph Baer est bien conscient que son projet a du potentiel, mais pour lui il manque quelque chose. Un nouvel ingénieur du nom de Bill Rush va rejoindre l'équipe. Il va suggérer quelques améliorations intéressantes, dont le fait de rajouter un troisième carré, non pas contrôlé par un joueur, mais par la machine. Et ça va tout changer. Un nouveau jeu voit alors le jour, il s'agit d'un jeu de ping-pong qui s'avère être beaucoup plus intéressant que le jeu de poursuite créé précédemment. A one, a two, a three, and down I go. And up I go. And down I go. C'est l'éclat total, tous ceux qui testent le jeu ne veulent plus le lâcher, c'est complètement addictif. Cette fois, Sanders sent qu'on approche d'un truc vraiment concret. Ils injectent 8000 $ et autorisent l'équipe à bosser uniquement sur ce projet pendant quelques mois. Ce qui donne plusieurs autres prototypes, ajoutant surtout des nouveaux jeux ou des effets visuels, jusqu'à donner la Brown Box. Un nom qui fait référence à la couleur bois du prototype qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'était pas en bois, mais recouvert d'un vinyle auto-adhésif imitant le bois pour rendre le boîtier plus stylé et séduire les investisseurs lors des présentations. La Brown Box permet de jouer à plusieurs jeux qu'on sélectionne grâce à un ensemble d'interrupteurs. On voit par exemple que si on veut jouer au jeu de handball, il faut lever les interrupteurs 1, 4 et 9 et baisser tous les autres. C'est bien beau tout ça, mais Ralph et son équipe commencent à se demander si le projet sera vraiment commercialisé un jour. Sanders Associates est une entreprise d'électronique militaire et malgré l'enthousiasme et les financements accordés, la direction ne semble pas vraiment comprendre le délire. Ils trouvent ça cool, mais se questionnent sur le but réel de cette fameuse boîte à jeux. Il faut donc trouver une manière de rentabiliser tout ça. Ralph se dit alors que seul un fabricant de téléviseurs pourrait réellement être intéressé par leurs produits, et c'est exactement la stratégie qui va être employée par Sanders Associates fin 1968 lorsqu'ils seront enfin prêts à commercialiser la Brown Box. Ils vont organiser plein de réunions pour négocier avec différents fabricants de téléviseurs à qui ils vont proposer la licence du concept. Les démonstrations suscitent à chaque fois des réactions positives, mais personne n'est vraiment chaud pour réellement s'engager. Personne sauf un gars, Bill Enders, qui flaire le bon coup et qui arrive à convaincre ses dirigeants de Magnavox, un constructeur de téléviseurs américain, à investir dans le projet. Donc ils vont acheter la licence exclusive de la Brown Box et vont devenir le premier constructeur de consoles de jeux vidéo au monde. Ralph confie alors son prototype le plus avancé aux ingénieurs de Magnavox qui en 1972 vont sortir l'Odyssey. Magnavox presents Odyssey. La première console de jeux vidéo commercialisée de l'histoire. Une console sans microcontrôleur qui n'existait pas encore, sans mémoire et sans son. Elle fonctionne avec des piles et possède des caches en plastique à placer sur l'écran de la télé pour faire office de graphisme. Le fusil est vendu comme un accessoire et le choix du jeu ne se fait plus avec des interrupteurs, mais grâce à des cartouches vides qui viennent s'insérer dans la console et qui permettent simplement de réaliser les connexions correspondantes à chaque jeu dans les circuits de la console qui possède un total de 12 jeux. L'Odyssey est présentée au public les 24 et 25 mai 1972, présentation à laquelle va assister Nolan Bushnell qui quelques mois plus tard crée Atari et met au point le premier jeu d'arcade, Pong, qui ressemble étrangement au jeu développé par Ralph Baer. Pong va faire un véritable carton, au point où il sera considéré pendant longtemps comme le premier jeu vidéo de l'histoire. Un fait qui ne laissera pas Ralph et Magnavox indifférents. Pong sera considéré comme un plagiat pour lequel Nolan Bushnell va être poursuivi par Magnavox, qui, rappelons-le, possède l'exclusivité sur la création de Ralph et qui compte poursuivre toute personne qui lancerait un système comparable sans payer la licence. Ils vont d'ailleurs gagner tous leurs procès, et des procès il y en aura pas mal, au point où pendant 20 ans, les procès deviennent une manne financière pour l'entreprise rapportant plus de 100 millions de dollars de droits d'auteur, ce qui est 3 fois plus que les revenus générés par la vente de leur console. Console qui va être vendue à environ 350 000 exemplaires en 3 ans, ce qui est pas mal pour la première console de jeux vidéo, mais la console coûtait 100 $, ce qui est relativement cher pour l'époque, et le marketing était un peu foireux. Beaucoup de gens pensaient que la console fonctionnait uniquement sur les téléviseurs de Magnavox, or ce n'était pas le cas, ce qui laisse croire que le succès aurait pu être plus important. La contribution de Ralph Baer à l'histoire des jeux vidéo ne s'arrête pas là. Tout en continuant à travailler chez Sanders, il devient consultant
Et il va par exemple aider dans le développement de la console Telstar. Il crée aussi le Kit Vid, un jeu vidéo éducatif utilisant des cassettes audio qu'il revendra par la suite. Il va aussi faire d'autres choses, toujours en restant dans le domaine ludique. Il va créer d'autres jeux ou jouets électroniques tels que Maniac, Laser Command ou Smart Beer. L'un de ces jeux va d'ailleurs connaître un succès mondial dans les années 80 et est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est le jeu Simon, un jeu électronique où le joueur doit mémoriser et reproduire des séquences lumineuses et sonores en appuyant sur des boutons. Que ce soit les bornes d'arcade, les consoles de jeux vidéo ou pas mal de jouets électroniques, tout ça existe grâce aux travaux de Ralph Baer. C'est un véritable génie qui est malheureusement resté dans l'ombre pendant très longtemps. Même s'il a reçu des distinctions et déposé plus de 150 brevets le long de sa carrière d'électronicien, les passionnés de jeux vidéo ne le connaissaient pas du tout. Pour la majorité des gens, les jeux vidéo sont nés avec Pong et leur inventeur est Nolan Bushnell. Un manque de reconnaissance que Ralph a eu du mal à accepter. En 2005, il publie un livre dans lequel il raconte le développement de la Brown Box et de la console Odyssey. L'ouvrage est rempli de preuves indiscutables qui prouvent qu'il est bel et bien le premier à avoir défini le concept de console de jeu des années avant Nolan Bushnell. Le livre est très détaillé et le ton employé est souvent aigri et rancunier envers les personnes qui ont essayé de lui voler la vedette, mais aussi envers les journalistes qui n'ont pas essayé de rétablir la vérité pour l'aider à sortir de l'ombre. Il a fallu attendre de nombreuses années et la publication de ce livre pour que les choses changent et que son travail soit pleinement reconnu. On a commencé à voir son nom dans les expositions sur l'origine des jeux vidéo. En 2006, il reçoit la médaille nationale de la technologie et de l'innovation, la plus haute distinction du domaine des sciences et technologies aux États-Unis. Et en 2010, il est introduit au National Inventors Hall of Fame, un musée qui honore les réalisations des inventeurs. Ralph Baer décède en 2014 à l'âge de 92 ans. 8 ans plus tard, en 2022, un mémorial est construit à son honneur pour son 100e anniversaire dans un parc aux États-Unis. Même s'il a dû se battre pour être reconnu en tant que pionnier, aujourd'hui son nom est inscrit dans l'histoire des jeux vidéo et n'est pas prêt de s'effacer. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Moi je te dis à la prochaine, allez, ciao!